9 janvier 2007, San Francisco, Moscone Center. C'est un jour que j'attends avec impatience depuis 2 ans et demi. Aujourd'hui, Apple va réinventer le téléphone. Nous allons présenter 3 produits innovants. Un iPod avec grand écran tactile, un téléphone révolutionnaire et un communicateur Internet de pointe. Il n'y a pas 3 appareils, mais un seul. Et nous l'appelons iPhone. Il coûtera $499 et sera distribué aux États-Unis en juin. Merci à tous. Ce jour-là, Apple a convoqué la presse et les technophiles du monde entier à San Francisco. C'est aussi ce jour-là que Steve Jobs choisit pour lancer l'iPhone, un téléphone qui révolutionne la téléphonie mobile et plus globalement l'utilisation d'Internet. Mais l'histoire est chahutée, compliquée, tendue, car Steve Jobs ne veut pas entendre parler de l'iPhone pendant longtemps. Et c'est cette histoire que je vous raconte aujourd'hui, l'histoire de la création d'un produit mythique, une histoire qui s'est faite dans la douleur. Et tout commence dans la Silicon Valley en 2003. Donc, comme je vous le disais, Faites des choses que vous aimez. qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Je ne sais pas encore. J'hésite. Je veux acheter une fusée aux Russes pour aller dans l'espace. N'aie pas peur de l'avenir. Il faut se construire. L'expérience ne s'achète pas et ne se transmet pas. Bienvenue sur le podcast Il était une fois l'entrepreneur, le seul podcast business en France qui raconte les histoires comme une série tous les mardis. Je suis Laurent Broye, fondateur de Inspire Média, et chez Inspire Média, en plus de raconter des histoires, nous aidons les entreprises à lancer leur podcast. Et n'oubliez pas de vous inscrire à nos spectacles dans toute la France, Inspire sur scène, que vous retrouverez en description. Août 2003, siège d'Apple. Steve Jobs entame sa visite quotidienne des bureaux du siège et notamment son passage obligé, le studio de création et de design de Jony Ive. Salut Johnny, sur quoi tu bosses ce matin? J'ai un truc à te montrer. Viens avec moi. Les deux hommes entrent alors dans un bureau plongé dans le noir, adjacent au studio. Devant eux, faiblement éclairé, un appareil de la taille d'une table avec au-dessus ce qui ressemble à un projecteur. Johnny fait signe à Steve de s'asseoir. Je veux te montrer ce qu'on peut faire en touchant un écran. Plutôt qu'un ordinateur avec des touches, on aurait un grand écran avec des touches directement intégrées dans l'écran. Tu vois l'idée? Ok, et ça sert à quoi? Regarde. Bon, ça ne marche pas encore très bien. Johnny, c'est intéressant, mais je m'en fous. Je cherche des produits et des idées pour améliorer l'iPod et ses applications. Qu'est-ce que ça change pour moi? Par exemple, si on faisait un téléphone, on pourrait utiliser cette technologie. Quoi? Encore ce projet de téléphone? Mais putain, j'en veux pas. On a d'autres priorités. Il se lève et sort brusquement. Johnny est surpris. Il se dit qu'il s'était pourtant bien préparé. Tout un groupe interne de dirigeants d'Apple milite pour lancer un téléphone Apple depuis plusieurs mois, mais Steve Jobs refuse catégoriquement l'idée. Et pourtant, la marque à la pomme a toutes les cartes en main. Après avoir lancé ses premiers ordinateurs, Apple a renoué avec le succès avec l'iPod en 2001. Plusieurs millions d'iPods vendus et un accès aux musiques simplifié, avec notamment une réussite basée sur un produit physique, l'iPod, et un logiciel, iTunes. Une combinaison que personne n'imaginait jusqu'à présent. Évidemment, avec les moyens financiers nouveaux, de nombreux ingénieurs pensent que le téléphone doit être le prochain appareil qu'Apple doit révolutionner. Car à cette époque, tous les téléphones sont mauvais dans leur conception et dans leur expérience utilisateur. Des petites touches, un écran minuscule. Mais Steve ne voit pas les choses sous cet œil. Il y a à peine 5 ans, il a simplifié la ligne de produits d'Apple de 20 à 4. Il ne va pas recommencer à rajouter des produits. C'est pourtant un mail qui change tout, le 7 novembre 2004. Mike Bell est un des directeurs produits d'Apple et il a travaillé plus de 15 ans chez Motorola dans la division téléphonie sans fil. C'est lui qui mène la fronde pour lancer un téléphone chez Apple. Alors, quand il entend le retour de Jony Ive lors de la visite,
Il se désespère. Quoi? Encore ce projet de téléphone? Mais putain, j'en veux pas, on a d'autres priorités. Mike a une conviction. Ordinateur, lecteur de musique et téléphone mobile se dirigent vers un point de convergence inévitable. Ils ne feront bientôt plus qu'un, et il veut en persuader Steve. Un an après l'épisode du test dans les studios de Johnny, Mike décide de prendre tous les risques, et tant pis, s'il est viré. Il est 22h34 dans sa petite maison de San Francisco, ce 7 novembre 2004. Il prend son ordinateur et s'assoit à son bureau. Steve, je sais que tu ne veux pas faire de téléphone, mais voici pourquoi nous devrions le faire. Johnny Ive a des projets très intéressants pour les futurs iPods que personne n'a encore vus. Nous devrions prendre l'un d'entre deux et y intégrer des logiciels Apple et en faire un téléphone au lieu de mettre nos produits sur les téléphones des autres. Il s'assoit, relit une dernière fois son mail, puis appuie sur la touche envoi. Il respire. Alors qu'il va se brosser les dents, il voit alors son téléphone sonner. C'est Steve. Oh merde! Allô, Steve. Je n'arrête pas de penser à la démo de Johnny et ton mail tombe à pic, Mike. Mais je n'arrive pas à comprendre en quoi le téléphone est aussi important pour Apple. Mais Steve, un jour les téléphones feront tout. Et les gens n'auront plus besoin d'iPod. C'est ça que tu dois comprendre. Et... Les deux hommes discutent pendant 4 heures. Puis, à la fin de leur conversation, vers 2h du matin, Steve finit par lâcher « Ok, on va le faire. » Le projet le plus secret d'Apple est lancé. Le projet Purple. C'est dans un restaurant avec 4 directeurs que Steve annonce la nouvelle. Nous allons faire un téléphone. Il n'y aura pas de bouton, juste un écran tactile. Plus d'1 an de lobbying intense s'arrête ici. Désormais, le projet iPhone dénommé Projet Purple est lancé. Steve Jobs réunit alors 2 équipes et les directeurs dans un auditorium d'Apple. Écoutez, nous allons changer nos plans. Nous allons le faire, ce truc, basé sur l'iPod et le transformer en téléphone. C'est faisable et réalisable. Une première équipe va bosser à partir de l'iPod et une deuxième équipe travaillera sur l'écran tactile sur lequel on pourra tout faire directement, comme composer les numéros, naviguer sur le web, comme ce que j'ai pu apercevoir dans l'atelier de Johnny. Attendez, je n'ai pas fini. Et tout ça sera fait dans le plus grand secret, y compris ici, chez Apple. Dans le plus grand secret. Steve nomme le projet Purple et cloisonne tout. Un étage entier est fermé. Et pour y accéder, il faut passer 4 contrôles de badge. Des caméras de surveillance sont installées partout. Et surtout, petit à petit, des ingénieurs disparaissent des équipes Apple sans que leurs collègues ne comprennent ce qu'il se passe. Les ingénieurs du projet Purple collent alors un panneau Fight Club sur la porte en référence au film du même nom. Car la première règle du Fight Club est qu'on ne parle jamais du Fight Club, comme pour le projet Purple. Personne ne doit savoir sur quoi ils travaillent jour et souvent nuit, épouses et enfants inclus. Ce sont presque 1000 personnes qui travaillent alors sur le projet. La principale difficulté est non seulement de créer un téléphone sur la base de l'iPod, le tout avec un écran totalement tactile, mais surtout de créer et d'intégrer un logiciel sur ce téléphone. Une tâche titanesque. Le projet Purple est un projet techniquement exceptionnel. De la technologie de l'écran tactile à l'intégration d'un logiciel sur un téléphone, personne ne l'a poussé à ce niveau jusqu'à présent. Plus de 50 prototypes d'écran sont créés. Les équipes de développement du logiciel doivent-elles partir de zéro ? Musique, applications, appels téléphoniques, tout est à inventer. Les ingénieurs passent alors leur jour et souvent leur nuit à l'étage sécurisé du Fight Club. Le premier prototype du iPod Phone est un désastre, le mélange ne fonctionne pas. Le logiciel, le programme OS X, est tellement lent qu'il plante à chaque essai. Désormais, il y a 3 équipes séparées qui travaillent sur le projet d'iPhone. L'équipe logiciel, l'équipe écran tactile et l'équipe design et construction du téléphone qui est devenu entre-temps un véritable mini-ordinateur.
Chaque semaine, chaque équipe présente ses avancées à Steve, qui valide ou corrige. Vous avez quoi à me présenter aujourd'hui ? Steve, avec l'équipe, on a cherché longtemps comment activer et désactiver l'iPhone. Et après un voyage en avion, on a découvert la fonctionnalité glisser sur l'écran, utilisée dans les toilettes des avions pour ouvrir-fermer. Ils font tout eux-mêmes, leur propre processeur et leur propre armature en acier et surtout le premier écran de téléphone entièrement en verre et non pas en plastique. Mais ce travail acharné a un prix. Les ingénieurs sont épuisés et les tensions entre les équipes s'accumulent. En novembre 2006, ils ont enfin un modèle d'iPhone qui fonctionne. Mais le processeur, lui, bug en permanence. Et pourtant, ils n'ont plus que 3 mois pour être prêts. Dans 3 mois, le 9 janvier 2007, Steve Jobs a décidé d'annoncer le lancement de l'iPhone. Mais ça, ils ne le savent pas encore. « 9 janvier 2007, matin, Moscone Center, San Francisco. » Je ne veux voir aucun journaliste avant la présentation. Et mettez-moi des draps noirs sur tous les panneaux. Tout doit rester secret. Ok Steve, on s'en occupe. Ta présentation démarre dans 2 heures. Steve, c'est à toi dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. C'est un jour que j'attends avec impatience depuis 2 ans et demi. Aujourd'hui, Apple va réinventer le téléphone. Il n'y a pas 3 appareils, mais un seul. Et nous l'appelons iPhone. Prototype en main, Steve fait sa démonstration. Pas de clavier, mais un large écran entièrement tactile doté d'une capacité de suivre plusieurs doigts à la fois. Le multitouch est né. Le téléphone est rectangulaire et tient dans la main avec un écran tactile qui occupe 75% de la place et un appareil photo au dos. À l'intérieur, en plus de la fonction téléphone, l'iPhone permet d'écouter sa musique sur iTunes, de naviguer sur Internet grâce à Safari et de télécharger des applications via l'App Store. Tout l'écosystème Apple est contenu dans un unique appareil à glisser dans sa poche. Le lancement est triomphal et les journaux du monde entier en font leur une. Une première pour un téléphone. Thanks for watching our internet edition of Nightline. There is a major breakthrough headed to American consumers. It's the iPhone. Le lancement officiel du produit est prévu en juin aux États-Unis et en novembre 2007 en France. L'attente commence alors. La folie de l'iPhone. Les passionnés de nouvelles technologies le connaissent déjà. Il s'agit d'un téléphone, d'un portable avec de nouvelles applications et il est mis en vente aujourd'hui en France. Alors, téléphone du futur ou dernier gadget à la mode, chacun se fera son idée. En tout cas, cette arrivée, cette mise en vente suscite des mouvements de foule alors qu'il faut tout de même compter 400 € minimum. Partout en Europe, au fil des lancements officiels, on retrouve le même scénario. Magasins ouverts la nuit, files d'attente interminables et journalistes en pagaille. En France, la boutique Orange des Champs-Élysées accueille plus de 2000 personnes la nuit du lancement. Ce téléphone, que certains surnomment déjà le Jesus Phone, est élu invention de l'année par le magazine Time. En l'espace de 3 mois, l'iPhone se vend à plus d'1 million d'exemplaires aux États-Unis et explose toutes les ventes avec plus de 2 milliards de téléphones vendus en 10 ans dans le monde entier. En 2018, l'iPhone représente 70% du chiffre d'affaires d'Apple. Si l'iPhone tousse, c'est Apple qui s'enrhume. Un produit iconique, une performance technologique exceptionnelle. Un travail, non pas d'un seul homme, mais d'une équipe. Certes, Steve Jobs sera à jamais associé à l'iPhone. Il l'a présenté au monde, il l'a évangélisé, il a dirigé l'entreprise qui le produit, mais il ne l'a pas inventé. C'est toute une équipe derrière. Et ça, c'est une autre histoire. Et oui, merci encore pour votre fidélité. C'est précieux parce que c'est beaucoup de travail. De la documentation, de l'écriture, des voix, du travail, bref. Merci aux acteurs, déjà, tous les acteurs qui interviennent.
comme vous avez pu les entendre. Merci aussi à Thibaut Viotte, Sarah Brevet pour l'écriture et Morgane Bouchiba pour le son. Et je vous dis à bientôt, car tout est une question d'histoire. Allez, merci, à bientôt.